Et bonsoir tout le monde, bonsoir Amal, bonsoir Benjamin. Salut. Hello Enzo. Comment allez-vous? Comment ça va Amal? Comment ça va Benjamin? Moi ça va très bien, merci. Et toi Benjamin, tout va bien au Canada? Yes, yes, pareillement. Halloween, l'automne, tout ça. Tu as bien résumé ça avec ta slide. Très beau travail, bravo. Certains diront que le 3 novembre, on est déjà presque Noël, hein, et puis Halloween, mais bon, écoute, c'est pas grave. On est encore dans le thème, je pense. En tout cas, Amal, Benjamin, vraiment un plaisir de se retrouver. On avait eu un petit loupé, moi, pour des contraintes personnelles cet été, pour faire un live sur les nouveautés, notamment. Mais pour des bonnes raisons, voilà, on a décalé et en plus on décale avec encore plus de nouveautés que prévu parce que par rapport à cet été, ben, on a encore plus de choses à vous montrer. Donc l'objectif de ce live aujourd'hui, on va essayer de tenir le délai d'une heure. Ça va être avec Amal et Benjamin de vous faire un peu une overview de tout ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé des choses pendant près de 11 mois sur l'écosystème Power BI et aussi Fabric, de vous faire un petit overview de toutes les grosses nouveautés qu'on a jugées utiles et pertinentes de vous présenter. Donc le but, c'est pas juste de faire des slides aujourd'hui, hein. Benjamin et Amal ont préparé de belles démos et moi aussi. C'est de vous montrer vraiment dans des cas concrets ce qu'on peut faire avec ces nouveautés. Et ce sera aussi un moment d'échange. On avait envie avec Amal et Benjamin de vous laisser aussi la parole. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous laisser des commentaires, vos avis, ou même d'évoquer des nouveautés qu'on n'aurait pas pu forcément évoquer pendant cette heure-là, parce que le délai est assez court. Donc n'hésitez vraiment pas à aller plus loin dans le chat, nous poser des questions. Et si on a le temps, on y répondra. Et sinon, ça sera l'occasion de faire un nouveau live ou alors de vous y répondre en message privé. Benjamin Hamal, je propose qu'on se représente tout simplement assez rapidement, que vous nous parliez aussi de peut-être vos actualités, vos nouveautés, ce qui est en cours. Je sais que Benjamin, tu as deux, trois beaux événements qui arrivent. Donc voilà, je vous laisse un peu la parole et vous représenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Yes, je vais commencer. Alors, bonjour à tous. Je suis Amal Benrové, consultante data, experte sur les technos Microsoft, notamment Fabric et Power BI. Je suis MVP depuis 2024 et depuis 7 ans, j'accompagne des clients de différents secteurs d'activité sur des projets data pour les aider à construire des solutions BI complètes. Et je suis malheureusement un peu moins active sur LinkedIn ces derniers temps, mais quand même, j'essaye de partager les dernières news de Power BI. Et effectivement, sur l'année 2025, il y a eu pas mal de nouveautés. Et aujourd'hui, Benjamin et Enzo, c'est vraiment difficile de tout aborder parce que il y a vraiment une très bonne quantité de nouveautés qui se sont accumulées de mois en mois. Mais on va quand même essayer d'aborder et de mettre en avant les fonctionnalités les plus marquantes de l'année et celles qu'il faut connaître absolument. Très bien résumé, Amal. Merci beaucoup. Benjamin? Yes, Benjamin Eisenberg, je suis spécialiste sur Power BI principalement. Je partage beaucoup, comme vous deux, hein, je partage beaucoup de contenu sur mes découvertes, mes trouvailles, les petites astuces, les tips sur cette partie-là Power BI. Je fais, comme vous, de la consultation aussi, beaucoup de formations. Donc j'interviens très régulièrement en formation en entreprise et également sur LinkedIn Learning, où j'ai maintenant 5 formations. Et voilà pour une petite présentation rapide. Puis j'ai hâte qu'on déroule le programme parce que je sais que c'est très riche aujourd'hui. Yes. Merci beaucoup, Benjamin. Et moi, pour terminer, ben voilà, ben Enzo Rido. Et ben, comme Amal et Benjamin, on a vraiment des profils assez similaires. Euh, et comme Amal et Benjamin, moi, j'ai le plaisir depuis le 1er novembre d'être aussi MVP. Donc, MVP pour Most Valuable Professional, c'est un titre que détient Microsoft pour les personnes qui démontrent leur implication et la pertinence de leurs interventions dans des cadres d'opérations communautaires. Donc très fier de faire partie de ce petit groupe francophone aussi que Benjamin représente via le Québec. Et voilà, moi, ça fait un peu plus de 12 ans que je suis dans le monde de la data et de l'IT. Et de la même manière sur LinkedIn, sur mon podcast aussi, House of Fabric,
j'utilise le live aujourd'hui. Je partage du contenu autour de Power BI et surtout maintenant autour de Fabric. Mais vous le verrez, maintenant, Power BI, c'est assez implicite et inclus nativement dans Fabric en fonction de vos licences. Voilà. Donc, le but aujourd'hui de ce live, c'est que ce soit assez interactif. Donc, avec Amal et Benjamin, on va aussi débattre entre nous. Mais encore une fois, n'hésitez vraiment pas s'il y a des questions. On est là pour y répondre. Donc, la moindre information dont vous avez besoin en supplément, vous la mettez dans le chat. Si on peut y répondre, on y répond tout de suite. Et sinon, on le traitera dans un autre live. Passons au vif du sujet et on a voulu du coup séparer les nouveautés. On a choisi avec Amal et Benjamin chacun des nouveautés, à peu près 3 chacun pour être exact. On va essayer de traiter, donc ça fait 9 nouveautés en tout, à traiter en moins de 50 minutes. Amal l'a dit, le challenge est grand parce que les nouveautés sont assez chargées et on a dû faire des choix. Donc ça ne veut pas dire que les nouveautés qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui ne sont pas bien, ne sont pas bonnes, ne sont pas à tester, au contraire. Hein. Mais c'est qu'on a fait un choix. Et moi, aujourd'hui, voilà, j'ai préféré faire un focus sur la partie Copilot, PMDL, et une nouveauté qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, mais aussi la notion de disparition des data marts. Donc, on va pouvoir l'évoquer. Et moi, ce que je vais tout de suite évoquer par rapport à Copilot en introduction, donc vous le savez, hein, Copilot, c'est l'agent IA, votre copilote tel qu'on pourrait l'avoir dans un avion, qui va vous accompagner sur toute la stack Fabric et aussi Power BI, que ce soit pour de la création de rapports, de la création de formules DAX, la compréhension de vos données, la compréhension de vos visuels. Copilot, maintenant, fait partie intégrante de toutes les solutions qu'on a dans Power BI et aussi dans Fabric. Et la première grosse nouveauté par rapport à Copilot, c'est son pricing. Il faut savoir que Copilot n'est que disponible pour des personnes qui ont des licences capacitaires Fabric. Auparavant, Copilot était inclus à partir des licences de niveau F64, qui sont des niveaux de licence déjà assez conséquentes pour des petites structures. Pour vous donner un équivalent en cas euros, on parle de 4 800 € pour une licence F64 par mois pour du North Europe, donc pour une géolocalisation North Europe, ce qui était parfois un petit frein quand même, hein, parce que payer 4 800 € par mois juste pour avoir du Copilot, ça pouvait être un peu problématique pour certaines entreprises. Aujourd'hui, Copilot n'a plus de limite de licence capacitaire. Ce qui veut dire qu'avec la plus petite licence capacitaire que vous avez dans Fabric, qui est une F2 typiquement, donc qui commence par exemple à 130 € par mois, vous avez Copilot qui est inclus. Ce qui veut dire que Microsoft a fait quand même un gros effort pour rendre encore plus accessible la solution et la donner encore plus accès à un plus grand nombre de people et d'utilisateurs dans le monde. Donc ça, première nouveauté, pour ceux et celles et ceux qui se posaient la question, Copilot n'est que disponible pour des licences capacitaires, mais est disponible pour toutes les licences capacitaires. Je ne sais pas si vous, Amal et Benjamin, vous parlez de vos projets clients, ça a été pour vous un élément déclencheur chez vos clients, peut-être d'avoir ce Copilot disponible à tous les niveaux de licence. Alors pour nous, puisqu'on est déjà sur une capacité premium, donc on est à l'équivalent d'une capacité Fabric, donc le Copilot était déjà disponible, donc, mais vraiment ça ouvre plein de cas d'usage pour les petites et moyennes entreprises. Et la disponibilité à partir d'une F2, c'est vraiment, ça ouvre plein de cas d'usage. Je trouve ça vraiment très innovant. Complètement. Et toi, Benjamin, peut-être de ton côté? Ouais, exact. Bah, moi, j'interviens chez des clients de différentes tailles et effectivement sur cette partie copilote. Alors, il sert à quoi le bouton en haut copilote? Désolé, vous l'avez pas parce que vous n'êtes pas dans le monde de Fabric et il faut aussi avoir ceci et cela. Donc, ça va complètement démocratiser effectivement cet aspect-là. Donc, c'est vraiment cool. Yes, complètement d'accord. Et après, voilà, donc ne pensez pas non plus et quand je dis ne pensez pas, je parle aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est pas non plus un cadeau tombé du ciel, hein, vous payez quand même Copilot. Il faut savoir que utiliser Copilot, ça consomme des capacités aussi, de la capacité unit de votre licence Fabric, ce qui veut dire que c'est pas avec une F2 que vous allez pouvoir absolument 100% exploiter l'outil. Ça a aussi un coût en termes de consommation, donc c'est pas magique. Mais en tout cas, on démocratise vraiment côté financier l'accès à l'outil. Et en effet, voilà, il faut absolument avoir cette licence capacitaire-là pour accéder à Copilot. Et justement, Copilot, aujourd'hui, ceux qui font du Power BI Desktop, vous le voyez, il est déjà présent.
en haut à droite, comme le disait Benjamin. Et vous voyez, quand on clique dessus, il vous demande, il faut avoir un espace de travail, donc en ligne, qui prend en charge ce type de licence-là. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un espace de travail capacitaire autour de Fabric. Et donc, je peux exploiter Copilot. Et ce Copilot, je ne vais pas faire toutes les fonctionnalités, parce que je vais prendre trop de temps sinon. Mais comme je vous l'ai expliqué, il peut vous aider à créer des rapports de page, il peut vous aider à créer un rapport dans sa globalité. Il peut essayer aussi de vous expliquer la donnée qu'il y a à l'intérieur de votre modèle sémantique. Donc ça, c'est vraiment un accélérateur. Il n'est vraiment pas là pour vous remplacer, il est là plutôt pour vous aider à développer plus vite et même mieux parfois vos rapports Power BI. Donc il est présent, comme vous le voyez ici, au niveau de la création de rapports, mais il est aussi présent dans les nouveaux onglets qu'on a notamment dans la partie justement vue de requête DAX, où vous pouvez, depuis la vue de requête DAX, demander à Copilot de vous aider à rédiger aussi des formules DAX, de les corriger, de les compléter, etc., etc. Donc ça, vraiment, Copilot a été amélioré, encore plus présent au sein de Power BI durant cette année 2025. Et il y a autre chose aussi qui est apparu et qui est pour moi vraiment le vrai game changer de 2025, c'est qu'aujourd'hui, dans Fabric, on a aussi Copilot. Hop, je vais repartager mon écran. Tac, je vais supprimer ça. On a aussi dans Fabric, évidemment, Copilot qui est prévu, qui est inclus. Et ce Copilot, justement, comment il se... Tac. Voilà, je vais partager ça. Voilà, donc là, normalement, vous devrez avoir mon écran, côté Fabric. Tac, tac, voilà. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Je pense que oui. Hop. Donc, comme je vous disais, Copilot est inclus dans Power BI, c'est super. Il est aussi inclus dans Fabric. On l'a montré plein de fois avec Benjamin, on avait fait un live, etc. Hein. Il est inclus dans la création des data flows, il est inclus dans vos vues de requêtes SQL, etc. Donc, c'est super. Moi, je trouve le vrai game changer dans Copilot en 2025, c'est la possibilité d'avoir ce Copilot-là global dès l'entrée dans Microsoft Fabric. Et pour celles et ceux qui ont Office 365 avec une licence Copilot, vous allez retrouver justement une équivalence de ce que vous avez fait avec votre suite Office. Maintenant, vous avez un gros Copilot, comme vous pouvez l'avoir dans ChatGPT, directement à l'entrée de votre interface Fabric ou votre interface Power BI. Et à partir de là, moi, en tant que Enzo Rido, je peux poser des questions pour lui demander « Trouve-moi les rapports Power BI, par exemple, relatifs à des données commerciales. » En posant cette question en langage naturel, qu'est-ce que va faire Copilot? Il va parcourir tous les espaces de travail, tous les rapports Power BI, toutes les données auxquelles j'ai accès en tant que Enzo Rido au sein de tous mes espaces de travail, ici, et il va venir me les lister. Et à partir de cette liste-là, je peux cliquer sur mon rapport Power BI qui m'a été récupéré par Copilot pour l'ouvrir, ou alors, je peux aller plus loin et tout de suite lui demander, eh bien, fais-moi un overview du premier rapport que tu m'as sorti ici, fais-moi un résumé de ce que tu as trouvé dans ce rapport-là. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller analyser les données qu'il y a à l'intérieur. Ce Copilot-là, je le trouve vraiment génial parce qu'on évite de naviguer dans l'espace de travail, on évite de naviguer dans les rapports qui vont être peut-être parfois cachés au fin fond d'un espace de travail et ou d'un dossier. Et on a tout de suite facilement accès à de l'information et à de la donnée en temps réel sans faire quelconque développement ou quelconque action métier un peu trop complexe. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je viens de vous montrer. On peut dupliquer ces cas d'usage du questionnement sur des entrepôts-données, sur des lakehouses et sur tout un tas de stockages qu'on va avoir dans Fabric. Et ça, encore une fois, en langage naturel. Et d'avoir, moi, vraiment, je trouve que ce copilot-là, vraiment, qui est vraiment le copilot global auquel on pose une question, c'est vraiment ce qui fait la différence dans l'expérience utilisateur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, Amal et Benjamin, à ce sujet. Vraiment, cette interface un peu unifiée. Non, moi, j'ai pas testé cette interface qui est séparée, mais effectivement, j'utilise Copilot dans des flux, par exemple, le Copilot intégré dans la vue d'XQL View, des choses comme ça. Mais cette nouvelle interface est vraiment très, très intéressante. Et toi, Benjamin? Yes, comme Amal, moi je suis venu là pour apprendre ça, Enzo, donc c'est parfait. Bon, ben super. Voilà. Et moi, vraiment, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve que cette interface-là,
elle va vraiment révolutionner la manière dont on va consommer les rapports Power BI. Alors, par contre, ça implique aussi qu'en termes de gouvernance, en termes de labellisation de vos données, la qualité de vos données, des descriptions que vous mettez dans vos colonnes, dans vos mesures, dans vos colonnes calculées, tout ça va avoir une importance encore plus supplémentaire parce que dès lors vous posez la question ici, que vous posez votre blabla, la question qui va être générée, elle va parcourir toutes les informations, toutes les métadonnées pour vous donner la meilleure réponse possible. Donc là, ça ne va pas passer que par la bonne qualité de votre donnée, ça va aussi passer par la bonne documentation de votre data. Et si vous êtes vraiment un féru des bonnes pratiques autour de la documentation, vous allez avoir du coup des résultats encore meilleurs en termes de copilot. Donc ça, c'est vraiment vraiment ce que je voulais mettre en évidence côté copilot. Une autre nouveauté que je voulais évoquer, c'est justement la notion de TMDL. Donc ça, le TMDL, pareil, je vais repartager mon écran et ça va aller assez vite, mais vous allez voir le TMDL. C'est vraiment pour moi quelque chose qui a changé la manière de consommer et développer mes rapports Power BI. Donc le TMDL, il faut savoir que ce n'est pas une nouveauté propre à Power BI. C'est quelque chose qui existe quand même depuis quelques mois, quelques années. La vraie nouveauté derrière le TMDL, qui veut dire Tabular Model Definition Language, c'est que désormais ce TMDL-là, donc c'est vraiment le code, si vous voulez, c'est le code qu'il y a derrière votre rapport Power BI, on y accède directement depuis Power BI Desktop avec cette petite vue-là TMDL qu'on a à l'écran juste à droite là, juste à gauche, pardon. Ce petit logo-là TMDL, juste ici. Et ce TMDL-là, cette vue TMDL, vous permet de récupérer avec du code toute la structure de votre modèle sémantique. Et quand je dis toute la structure de votre modèle sémantique, c'est que vous récupérez le chemin d'accès au dossier, vous récupérez le code M qu'il y a à l'intérieur, vous récupérez aussi toutes les mesures en DAX que vous avez créées, et en fait, à partir de là, vous ouvrez aussi un peu la boîte de Pandore, la boîte de Pandore, pardon. Et cette boîte de Pandore, il ne faut pas l'avoir de manière négative, il faut plutôt l'avoir de manière positive. C'est que vous pouvez modifier en masse vos mesures, vos colonnes calculées, tout ça depuis du code, depuis le Power BI Desktop, avec des applications immédiates. Donc là, typiquement, je ne sais pas si vous, combien de fois, Amal et Benjamin, vous avez eu cette frustration-là de ne pas pouvoir faire un clic droit sur une mesure. Désormais, on peut le faire. On peut très bien copier-coller une mesure juste ici et venir la modifier pour en faire une moyenne. Ou un dans la ligne. Ah, c'était moi. Est-ce que c'est mieux maintenant? Moi, j'entends un petit bruit bizarre. Toi aussi, Amal? Ouais, il y a un petit bruit bizarre. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Non, toujours pas. Est-ce que là, c'est mieux? Je pense que c'est vraiment moi qui... Est-ce que là, vous m'entendez bien ou pas, Benjamin? C'est bon? Ouais, là, c'est bien. Mais en fait, je pense que j'avais un écho avec Amal, c'est pour ça. J'avais un écho avec Amal. J'ai pris ton micro, Amal, le temps de terminer ma présentation. Désolé, je te réactiverai ton micro juste après. Du coup, je disais, oui, bon, le TMDL, je vais passer assez rapidement, hein, mais voilà, donc le TMDL, vraiment cette nouveauté que je voulais évoquer par rapport au TMDL, je vais activer ma caméra, c'est que désormais, vous avez accès vraiment au code qui a derrière votre rapport Power BI et vous pouvez faire vos modifications en masse. Et j'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs par rapport à ça. Vous pouvez même demander à votre LLM préféré, ChatGPT, Claude, etc. Vous lui envoyez votre modèle sémantique, votre code TMDL et vous pouvez lui demander eh bien, crée-moi en masse toutes les mesures dont j'ai besoin pour faire des moyennes, des averages, des moyennes glissantes, etc. Et il va vous générer le code TMDL avec les mesures d'accès à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à copier-coller le code dans la vue TMDL que je vous ai montré précédemment, appliquer, et en l'espace de 1 quart d'heure, 20 minutes, vous avez toutes vos mesures et colonnes d'axes qui ont été créées. Alors, ce n'est pas parfait à 100%, parfois il faut un peu reprendre, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment un accélérateur. Moi, en tout cas, je vois vraiment comme un accélérateur pour éviter de dupliquer à la main vos mesures ou vos colonnes.
J'ai beaucoup parlé sur Copilot, donc je vais aller assez vite sur une autre nouveauté que je voulais évoquer, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, mais vous inquiétez pas, il y a des solutions de contournement. Pour celles et ceux qui faisaient des data marts, alors il n'y en a pas énormément, moi je ne connaissais pas énorme des personnes qui faisaient des data marts avec Power BI. Je crois que c'est en mai ou en avril dernier, Microsoft a annoncé la fin de ces derniers. Donc les data marts Power BI disparaissent et ça a été officiel depuis octobre 2025. Et désormais, ces data marts, si vous voulez faire des équivalences, il faut les remplacer par des data warehouse dans Microsoft Fabric. Donc ces data warehouses-là sont vraiment le remplaçant même des data marts. Il faut savoir que si vous aviez des data marts, ils ne sont pas perdus. Derrière le data mart, on avait très souvent du Power Query. D'ailleurs, on n'avait que du Power Query derrière le data mart qui faisait des flux de transformation automatisés, etc. On est en capacité de récupérer toutes les opérations, toutes les transformations que vous faisiez avec les data marts pour les transformer automatiquement en Dataflow Gen 2, puis recracher la donnée transformée directement dans des warehouses. Donc oui, les data marts disparaissent et ont disparu. On a aussi une automatisation de la migration de ces data marts vers les fameux warehouses dans Fabric. Donc, une mauvaise nouvelle entraîne une bonne nouvelle qui est on a cette capacité-là à remplacer les data marts de manière assez native, sans trop d'opérations, honnêtement. Moi, je l'ai fait 2-3 fois déjà, ça marche plutôt bien. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai un petit lien pour faire ces opérations-là. Voilà pour mes nouveautés. Amal, je vais te laisser prendre le relais sur les nouveautés que je voulais évoquer, justement. Hop, et je vais couper mon micro et te laisser parler. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais Enzo, le son, vraiment, il buguait. J'ai rien entendu hein, quand tu as présenté. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est pour tout le monde. Je sais pas si Benjamin, tu as bien entendu ça, j'ai entendu à part un moment où il y a eu cet écho horrible, mais le reste, ça a été Enzo. Alors, peut-être... parce que là, même essaye de parler un petit peu, Benjamin, parce que je crois qu'il y a On vraiment... t'entend très bien, en tout cas, Amal, on t'entend bien, mais peut-être toi, tu ne dois Ok. pas. Si vous m'entendez. Mais en tout cas, moi, je vous entends très, très mal. Ok, c'est pas grave, on va essayer de faire... Alors... On va te laisser dérouler Amal, tu veux, on ne t'interrompt pas. En tout cas, nous, on t'entend super bien, Amal. Peut-être je vais essayer de me reconnecter, parce que là, c'est nul. Hein. J'entends Ok, j'envoie Benjamin en premier en démonstration pour se reconnecter. Ouais, 2 petites secondes. Je te laisse prendre le relais, Benjamin. Je te fais venir un peu plus tôt, du coup. Ah ok, pas de problème. Alors les nouveautés que je voulais, enfin plus ou moins des nouveautés, vous allez me dire dans le chat si vous connaissiez ça. Calcul visuel, est-ce que vous utilisez ça, les calculs visuels? Dites-nous dans le chat, là je vois qu'il y a des personnes qu'on reconnaît, Anen, Quentin et tous les autres, on vous reconnaît. Dites-nous si vous utilisez les calculs visuels. On va commencer par ça, je voudrais vous montrer qu'on peut utiliser les calculs visuels pour faire du formatage dynamique. Bon, il y a plein de façons de faire du formatage dynamique. Donc là, ce que je vais vous montrer sur mon écran, je ne sais pas si Enzo, tu arrives à basculer sur ton écran. Je te mets tout de suite. Hop. Donc là, ce qu'on voudrait faire, vous voyez, on a vraiment une situation très standard. On se retrouve avec un graphique. On a plusieurs niveaux sur ce graphique-là. On a le niveau annuel et le niveau mensuel, donc quelque chose de très standard. Puis on voudrait colorier le meilleur mois en vert, par exemple, aux 2 niveaux. Alors ça, si vous connaissez le DAX, si vous avez fait un petit peu de DAX, vous savez qu'on peut le gérer avec du DAX, mais ça commence à faire beaucoup de code. Puis si vous maîtrisez pas trop le DAX, ça peut être galère. Même en demandant un chat GPT, ça demande du travail. Ce que je trouve assez incroyable avec les calculs visuels, c'est que là, on va se faire un calcul visuel rapidement pour se calculer le rang. Et on peut faire un rankx. Alors, dans un DAX standard, il faudrait gérer le contexte et ça nous prendrait des discussions sur est-ce qu'il faut mettre du all selected, etc. Mais là, ce qu'on peut faire, et que je trouve assez cool, vous allez me dire dans le chat si vous validez,
c'est je peux juste lui dire, prends les lignes que tu as dans le contexte en ce moment. Tu as quoi comme ligne? Puis trie-moi en fonction de la colonne des ventes. Ce qui est une syntaxe quand même assez incroyable quand on a fait du DAX pendant des années comme c'est, je pense, notre cas, et dans le chat c'est votre cas. L'écrire comme ça, c'est assez, moi je trouve ça assez cool. J'espère que vous allez valider dans le chat. Tu valides ici, et là tu te retrouves avec les rangs. Donc tu as les rangs. C'est surtout en Bon, ça fait. plus simple et surtout beaucoup plus performant, hein. C'était Lucas Zana qui avait fait un post dessus en disant que Ouais. c'était enfin, c'était très performant de faire ça en plus. Donc, Ouais, exact. Puisque le calcul est vraiment visuel à l'intérieur du visuel. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas dans le modèle, le calcul. Bref, on va pas avoir cette discussion-là pour l'instant, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est que là, je me retrouve avec mon rang. Ok, puis vous allez voir où je veux en arriver par la suite. J'ai mon rang. On pourra le masquer ensuite ou le mettre en infobulle. Pourquoi pas. Donc, je peux descendre sur une année. Et j'ai bien le rang qui est calculé également au niveau du mois. Puis un truc qui est cool, c'est que vous pouvez utiliser cette interface de calcul visuel, vous pouvez l'utiliser pour venir faire du formatage dynamique. Même chose, formatage dynamique, il y a un menu, vous pouvez utiliser le menu, mais nous, je pense qu'on aime bien scripter les choses. Ici, on aime bien scripter parce que justement, on peut le traquer, on peut le réappliquer, etc. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de dire, bah, si je suis au rang numéro 1, on va se créer une nouvelle, on va faire un couleur. Je vais dire, si je suis au rang 1, alors je vais retourner le code couleur good. Code couleur good. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'on a ajouté ici, si je vais dans le format de données, on voit qu'on a bien un nouvelle colonne qui s'appelle couleur. On va juste la passer en texte pour pouvoir l'utiliser justement comme un code couleur. Ensuite, on va revenir ici et on va aller au niveau des colonnes. Donc ça, les colonnes, je peux prendre la série qui m'intéresse. En l'occurrence, je vais juste virer la couleur pour l'instant ici. Je peux aller dans les colonnes ici et dire je vais appliquer un formatage conditionnel qui va prendre une valeur. Alors là, ça pourrait être une valeur DAX, si vous faites du DAX, mais là, carrément, on va pouvoir utiliser le calcul visuel. Et vous voyez ici, on a le calcul visuel qui nous a colorié notre barre. Donc si je vais sur l'année, j'aurai à chaque fois le rang qui est calculé dynamiquement. Donc on peut remonter, on peut descendre, et vous allez voir que bah, c'est une façon super intuitive, enfin je trouve, vous me direz dans le chat si vous validez, c'est une façon super intuitive, si vous ne connaissez pas trop de DAX, d'aller mettre des formatages dynamiques. Et ensuite, dernier point, vous pouvez les masquer même ici. Donc c'est-à-dire que là, ma couleur, bah, j'ai pas forcément envie de l'afficher dans l'infobule ou dans quoi que ce soit, je peux carrément la masquer. Ça va continuer à fonctionner, je la masque, elle n'apparaîtra nulle part. Par contre, moi j'ai cette façon très intuitive d'ajouter des codes couleurs selon le rang. Si je pourrais dire si le rang il est à temps, je colore en telle couleur, etc. Évidemment, les possibilités sont infinies. moi, je trouve que déjà, le Visual Calculation, c'était vraiment un game changer, mais de pouvoir du coup y appliquer maintenant, et c'était vraiment un manque, je trouve, de ne pas pouvoir appliquer quelconque formatage conditionnel, c'est vraiment le manque, et de l'avoir mis aussi rapidement, c'est vraiment ce qui manquait à cette fonctionnalité pour qu'elle soit vraiment exploitable en production, je pense. Donc, complètement en phase avec toi, Benjamin, sur l'utilité et l'apport de ce sujet. Amal, est-ce que ton son est meilleur? Ouais, là c'est mieux. Bon, super, Ah, trop bien. super, super, super. Tu veux continuer, Benjamin? Ouais, j'ai encore deux petits trucs à vous partager. Ouais. Et après, Amal, tu pourras dérouler. Juste Benjamin, sur les calculs visuels, est-ce que, parce que comme je suis arrivée en retard, est-ce que tu as présenté les deux nouvelles fonctionnalités lookup et lookup with totals? Il y a deux nouvelles Non, je suis pas allé là, fonctionnalités. je suis pas Ouais, allé là-dedans. parce que en fait, les calculs visuels, ils ont vraiment continué à s'améliorer pendant l'année. Il y avait deux nouvelles fonctionnalités. Si tu cliques sur nouvelle calcul visuel, normalement, tu les verras, que ce sont deux fonctionnalités particulièrement intéressantes. Et aussi, si tu as remarqué le paramètre picker, le sélecteur de paramètres, par exemple, Oui. les deux petites flèches, ouais, ça aide vraiment à taper le code d'une manière vraiment très, très intuitive. Yes, exact. Ouais. C'est vraiment très très facile de prise en main. Je pense que vous serez d'accord avec nous dans le chat.
le fait qu'ici, on a des petites flèches effectivement qui nous aident, ça nous prend par la main quasiment pour Ouais. remplir les formules. Donc tu as totalement raison. Allez, j'enchaîne. Un truc que je voulais mentionner rapidement, c'est, vous avez peut-être vu passer les nouveaux calendriers. Puis moi, quand j'ai vu passer ça, j'ai lu l'article, je me suis demandé mais à quoi bon ça peut servir. Puis j'ai pensé à un projet que j'avais eu il y a quelques temps avec les semaines. En fait, les semaines, je ne sais pas si vous avez déjà galéré sur les semaines. Moi, j'avoue que j'ai déjà galéré sur les semaines dans Power BI. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que on va pouvoir définir un calendrier dans un nouveau menu qui apparaît ici. Alors, je préviens tout de suite que faut que vous alliez en octobre 25 et faut le cocher, il me semble. Si je ne me trompe pas, ce Oui, calendrier, faut le tout à cocher. fait. Ouais, c'est l'amélioration des time intelligence, je crois, la preview à utiliser. Alors, avant, enfin, pour l'instant, c'est en preview, mais dans le futur, on va pas marquer la table de date, ce que je comprends, hein. On va pas marquer la table de date comme avant, mais on va définir un calendrier, un deuxième. On va pouvoir définir nous-mêmes le calendrier. On pourra même en ajouter plusieurs. Ce qui est génial parce que parfois, on veut avoir une vue calendaire, parfois une vue fiscale. Bon, on a tous vécu ça. Mais là, je veux juste vous montrer un calendrier qui va m'aider à gérer les semaines, en fait, pour vous montrer l'idée. Donc, avant de le créer, je vais juste vous montrer un truc. Ici, en 2022, ma semaine 2, elle est à 3152. Je peux créer une mesure pour dire bah, c'était quoi mes ventes l'année dernière, vous êtes d'accord? Donc je vais l'appeler vente test. Donc là, je pense que ça ne va pas vous étonner, je vais faire un vente. Et une façon de l'écrire, c'est de dire, si j'y arrive, une façon de l'écrire, beaucoup vont l'écrire comme ça, c'est une période la cire. Je pense que personne va être étonné de ce que je suis en train de faire. Maintenant, si je l'applique ici et que je regarde ici pour la semaine 2, le 24-34, bah en fait, l'année dernière, c'était pas exactement 24-34. Pourquoi? Parce que la semaine, on compare pas vraiment la même semaine. Mhm. On scanne la période, mais c'est pas forcément la même semaine exactement. À quelques jours près, ça peut ne pas marcher. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que si vous voulez gérer ce problème nativement, à 100%, vous pouvez venir créer un calendrier. Je vais l'appeler mon calendrier. Donc encore une fois, ça faut que vous l'activiez en, en preview, mais je vous conseille fortement de le tester. Vous allez pouvoir ici, il va vous guider pour vous dire bah, c'est quoi les ingrédients de ton calendrier. Moi j'ai également le mois de l'année qui va être le numéro du mois et j'ai également surtout la semaine de l'année. Dans mon cas, ça va être le numéro de semaine. Alors il y a plusieurs façons de calculer les semaines, mais une fois qu'elle est dans votre calendrier, elle est dans votre calendrier. Mhm. On va l'enregistrer, on va revenir. Puis là, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, quand je vais prendre vente test, bah, plutôt que passer une date, comme vous le faites déjà dans 5 périodes de la cire, on peut passer mon calendrier. On peut libeller directement le calendrier qui nous intéresse. Et donc là, regardez pour la semaine 2, 24,71. Si je retourne l'année dernière, j'étais bien à 24,71. Autrement dit, il va vraiment me ramener exactement la semaine, le calcul pour la semaine. Parce que ça fait partie des niveaux que j'ai intégrés dans mon calendrier. Ouais, ton exemple est super, Benjamin, et en plus, on voit tout de suite le résultat, donc c'est top. Et pour celles et ceux qui font des années fiscales, je sais que dans le retail aussi, il y a des calendriers très, très spécifiques, très particuliers. Ça vous permet de gérer vos formats de dates, pas forcément avec un calendrier grégorien, qui en plus, parfois, peut amener des erreurs, comme Benjamin vient de le montrer. Donc, c'est vraiment je pense que ce qui manquait. Alors, j'ai eu, quand j'avais fait l'annonce de cette nouveauté, j'ai eu deux, trois commentaires qui me disaient que Tableau le faisait depuis des années, que ça marchait très bien. Ouais. Mais écoutez, nous, Power BI, ils ont mis 10 ans à le faire, mais en tout cas, on l'a désormais, on l'a et ça marche plutôt bien. Et en plus, on peut le faire à l'infini, donc c'est vraiment super. Puis, on a des nouvelles fonctions qui, je crois, sont nouvelles. Si je ne me trompe pas, Previous Week n'existait pas avant. En fait, il y a des nouvelles fonctions liées Previous au... week and total week today. Ouais. Exactement, exactement. Donc ça, c'est important de les noter aussi. Alors, bon, moi, j'en fais pas tous les 4 matins des calculs comme ça, mais sachez que ça existe et qu'il n'y a plus à se prendre la tête là-dessus. Un dernier point super rapide sur les librairies DAX, si vous êtes OK. Puis après, Amal, je te donne Vas-y. la main, je vais y aller rapido.
Ok. Euh, donc là, ici, ce que je voudrais simplement mettre en avant, c'est un site qui s'appelle, je vais y arriver, excusez-moi, il y a qui s'appelle Daxlib, que vous connaissez sûrement, relativement aux fonctions Dax. Donc vous savez que maintenant on peut créer nos propres fonctions. Donc exemple, moi j'aime bien faire des petites badges SVG, vous avez déjà fait ça aussi peut-être, des petites badges SVG, Ouais. puis c'est cool de les mettre en place, mais c'est toujours des mesures qui sont difficiles à gérer parce que ça prend 10 lignes dans une mesure, etc. Et là, on dirait qu'on s'en va vers un monde où on va pouvoir faire des packages. Des packages, donc de même qu'on peut faire des calculs visuels, créer des calculs visuels, là on peut packager des fonctions. Et donc c'est le tout début de ça. Mais c'est assez incroyable et je vais juste vous montrer un exemple très rapidement. Un exemple qui m'a beaucoup plu. Enfin, moi je l'avais fait, mais je vois que quelqu'un l'a fait aussi, peut-être même encore mieux que moi. C'est les fameux badges. Vous voyez les badges. Euh, Bah ça, pour ajouter un badge comme ça dans votre tableau, c'est hyper simple. Je vais pas faire la démo en entier parce que je vois que l'heure tourne, mais ça, vous pouvez simplement télécharger et dire par exemple, bah là j'ai un niveau de marge, vous voyez ici, j'ai un niveau de marge et peut-être que je voudrais mettre un badge good si on est au-dessus d'un certain niveau, un petit badge conditionnel. Si on est au-dessus de 20%, il y aura un petit badge vert qui est good ou quelque chose comme ça. Et donc vous allez dans le menu DAX ici, qui est je crois maintenant généralisé, si je ne me trompe pas. Oui. Et pour vous montrer comment on fait, vous copiez le code, là je l'ai déjà fait, mais en gros vous copiez le code depuis Daxlib, vous le collez ici, vous enregistrez les changements, donc là vous allez avoir un petit menu pour remplacer la fonction, et après votre fonction va devenir une fonction qui est en fait librement accessible. Si je crée une nouvelle mesure ici, vous allez pouvoir accéder à la mesure en question. Vous allez même voir ici que, je ne sais pas si vous voyez, il y a une documentation, on ne voit pas très bien, il va vous dire ce qu'il attend en input. Et donc ça, c'est vraiment incroyable parce que vous allez pouvoir porter vos fonctions entre différents projets. Puis si ça ne vous plaît pas, bah, c'est scripté, hein. Ça rejoint aussi le point de Enzo, de TMDL, parce qu'on pourrait aussi faire côté TMDL, et puis on peut porter tous ces trucs-là. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux te créer des composants, là c'en est un, il y en aurait d'autres à discuter. Tu peux porter tes composants entre projets beaucoup plus facilement. Yes. Et justement, il y a Anen qui disait que Power BI devient de plus en plus un vrai outil no-code et que c'est vraiment intelligent de la part de Microsoft. Moi, je suis d'accord avec Anen et en même temps, les développeurs qui aiment le code, ils n'ont jamais autant eu d'outils, de fonctionnalités pour en faire, justement, du code. Donc, on a presque cette séparation entre les demandes qui est maintenant native. On peut contenter les demandes. Ceux qui veulent faire du pur no-code, ils peuvent le faire sans forcément aller mettre les mains dans des fonctions et dans des langages qu'ils ne comprennent pas. Et ceux qui sont férus de code, d'optimisation, ils Et peuvent je vais vous aussi laisser, le faire. ouais, je vais vous laisser Comment? enchaîner parce que j'entends plus. Ah C'est vraiment mince. un live, on a quelques difficultés techniques, mais du coup je vais vous laisser Tu enchaîner m'entends là-dessus. à mal, toi, ou pas? Ouais, 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 Ah, ouais. bon, c'est moi qui ai le Wi-Fi le plus catastrophique normalement, mais apparemment, moi, ça devrait aller. Donc, voilà, et je disais à Mal, ben, c'est Anen qui disait voilà, que c'est un outil no-code, mais vraiment, on a cette capacité maintenant à aller vraiment plus loin. Et je trouve ça vraiment très, très bien qu'on puisse aller faire du TMDL à la volée, du DAX, des fonctions. C'est vraiment un vrai game changer en 2025, cette partie-là. Allez, Amal, on va te laisser quand même du temps parce que tu as préparé quand même des belles démos, toi aussi, de ton côté. Je te laisse te présenter rapidement ce que tu voulais évoquer et après, on te laissera la partie démo. Yes. Je ne sais pas si je commence par les user defined functions, puisque là, Benjamin vient de le présenter, donc je vais enchaîner. Allez, Et après, je ferai le translytical task flow, donc restez jusqu'au bout. et je pense que Alors, c'est un peu dur en plus. Donc, j'espère que le temps va nous suffire. oui, t'inquiète pas, vas-y. Alors, si je partage l'écran. Hop. Alors, ça va être ça. Vous me dites quand vous voyez mon Allez, écran. je t'ajoute à la scène et tu es en live. C'est bon. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai partagé. Hop, hop, Tu as hop. partagé la page Power BI. Et là, vous voyez quoi? Est-ce que vous voyez mon PPT? Non, on voit juste le Power BI là pour le coup. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai partagé une fenêtre Oui, t'as privée. pas la fenêtre, c'est pas grave. On va y Bon, arriver. désolé, on se remet doucement dans le rythme des lives, donc c'est un peu laborieux parfois, mais on va y arriver, promis.
Ah, ben, on a même perdu Amal. On a perdu Amal et Benjamin, décidément, ils m'abandonnent les deux. C'est pas grave, le temps que Amal revienne et se reconnecte, je vais juste parler d'une des nouveautés qu'elle voulait évoquer Amal, hein, c'est l'amélioration du Direct Lake qui est portée avec Fabric. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Direct Lake, c'est le nouveau mode de connexion qu'on a avec les modèles sémantiques Power BI. Vous savez, les modèles sémantiques Power BI peuvent se connecter en direct query et en mode import. Et avec l'arrivée de Fabric, on a une nouveauté qu'on appelle le Direct Lake qui est arrivé. Et ce Direct Lake, voilà, il a été amélioré. Donc, on a ce beau tableau que Amal nous avait fait. Hop. Amal, j'ai meublé le temps que tu sois déconnecté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je me suis déconnectée par erreur. C'est pas Ok. grave, t'inquiète pas. Ouais. Je meublais par rapport au Direct Lake, donc ah ben, elle a de nouveau été coupée, c'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà, cette amélioration du Direct Lake, je pense que Ahmad pourra un peu l'évoquer. Et un peu, j'ai vu qu'il y avait Romain dans le chat, donc il pourra compléter sur ces sujets. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des choses que vous avez aimées sur les nouveautés, des petits game changers qu'on n'a pas évoqués, qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat, on est très preneurs de vos retours. Amal, tu nous dis, on n'attend plus que toi. Ça va Alors, aller, on va trouver la solution. je crois que c'est vraiment le stress parce qu'il ne nous reste pas trop de temps et T'inquiète pas, si on doit dépasser de 5-10 minutes, on dépassera. Je t'avais dit que ça va. je dépasserai. Il n'y a aucun problème. On a beaucoup Donc, parlé avec Benjamin, donc allez, hop, je te mets sur scène. En plus, tout le monde est hyper bienveillant dans le chat, tout le monde t'attend, donc aucun problème, ne t'inquiète pas. alors, je te propose alors qu'on passe directement pour le Translytical Task Flow. Alors, donc vous voyez bien mon PPT? On voit bien ton PPT cette fois-ci. C'est super. Parfait. Alors, donc c'est le nouveauté de l'année, donc c'est pour ça que je peux pas parler de cette nouveauté, donc parce que je la trouve particulièrement intéressante. Donc les Translytical Task Flow et les Translytical Task Flow, ils se sont lancés en mai 2025 et vraiment ça représente une évolution majeure Power BI, parce que ça permet aux utilisateurs d'agir immédiatement sur leurs données sans quitter le rapport. Et ils sont basés sur des fabriques data function. Alors, à ne pas confondre avec les user defined function data. Alors, ils permettent vraiment d'automatiser des tâches de mise à jour, d'écriture, de suppression de données directement à partir d'un rapport Power BI. Alors, ce sont des choses qui, auparavant, juste accessibles via des Power Apps, des Power Automate et une intégration avec le visuel Power Apps. Mais aujourd'hui, avec les Translytical, donc ça ouvre plein de workflows pour permettre à l'utilisateur d'interagir directement depuis un rapport Power BI et surtout d'en modifier le contenu, de déclencher des actions en temps réel sans vraiment quitter l'interface. Mais je dois aller rapidement pour vous présenter un petit scénario. C'est un tuto Microsoft, donc dispo dans la doc de Microsoft, et c'est un scénario d'un data write back à partir d'un rapport Power BI qui va écrire une description d'un produit directement à partir d'un rapport Power BI dans une base SQL Fabric Database, et puis de rafraîchir le rapport en temps réel avec le mode Direct Query. Et c'est pour ça, moi j'ai divisé cette démo en 3 étapes. Il y a la première étape pour créer la base SQL, la deuxième pour créer la fonction, la user data function, et la troisième pour configurer le rapport pour se connecter à la base SQL en mode Direct Query et pour visualiser les modifications en temps réel. Alors, donc, la première étape, c'est la création de la base SQL Database, sachant que voilà, on peut aussi stocker nos data dans un data warehouse ou un lakehouse, mais là, j'ai choisi pour ce scénario un SQL Database. Et l'idée, c'est d'aller dans l'interface Fabric et créer cette base SQL
Donc là, c'est vraiment un scénario très, très simple. Vous allez voir. Donc là, j'ai créé juste ma base SQL dans Fabric. Et puis, l'idée, c'est de prendre, ici, dans cet exemple, donc j'ai pris la base AdventureWorks, donc avec des données samples. Et je vais utiliser, donc vous voyez, donc là j'ai vraiment pris un sample data que je vais charger. Et ici, dans ce scénario, je vais baser mon rapport sur 3 tables. Donc la table Product Description et Product Model Product Description qui va faire le lien entre les deux tables. Donc ce sont les 3 tables qui vont alimenter mon rapport. Je passe rapidement. La deuxième étape, c'est de créer, donc là on a notre ressource, donc la base SQL. La deuxième, c'est de créer la User Data Function dans Fabric. Donc c'est une fonction écrite en Python qui va nous permettre ici dans ce scénario d'écrire la nouvelle description de produit dans la base SQL. Donc la connexion s'appuie sur une connexion gérée vers la base. Et c'est la fonction qu'on va appeler par la suite dans Power BI. Donc, pareil, simple, on va aller dans l'interface Fabric et créer une nouvelle fonction, une nouvelle UDF. Donc là, je la nomme SQL Database Write Product. Et là, vraiment en quelques clics, nouvelle fonction et tout, et surtout qu'on trouve pas mal de fonctions prêtes à l'emploi dans les communautés et les forums. Et là, c'est cette fonction. Alors, je vais juste stopper. En fait, c'est la fonction qui va écrire notre description. Mais avant de commencer, il faudrait que je déclare ma connexion, que j'ai créé ma connexion. Donc là, je me connecte à ma base SQL. C'est vraiment la première étape. Et après, tu vois, ça génère un alias, cet alias-là qu'on va passer dans la fonction après. Donc c'est pour ça qu'il faudrait bien le copier-coller pour le coller dans la fonction. Alors, c'est ça ma fonction. Donc, c'est une fonction. Donc là, je reprends mon alias. Donc, c'est une fonction qui va prendre comme input la description de produit, donc une chaîne de caractères, et l'ID du produit. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va insérer la description dans la table Product Description et insérer l'ID généré dans la table. Un ID, en fait, c'est un ID généré automatiquement entre la correspondance du modèle de produit et la description dans la table Product Model, Product Description. Vraiment, c'est un code Python qui va juste insérer dans une base SQL, pas très compliqué à comprendre. Et aujourd'hui, avec Copilot, avec toutes les ressources disponibles, donc ça ouvre plein de cas d'usage. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que j'ai configuré ma fonction. Et ensuite, il faudrait la publier pour pouvoir ensuite l'appeler dans Power BI. Donc là, j'ai publié ma fonction et je peux aussi la tester directement depuis cette interface. Donc, elle a été publiée et là, je peux la tester. Donc là, il me demande les inputs que j'ai configurés. Donc là, dans cet exemple, une description d'un produit et l'ID du produit qu'on va modifier ou pour lequel on va ajouter une nouvelle description. Donc, si je teste, donc normalement, si tout se passe bien, j'ai un message de succès. Voilà. Ensuite, alors, je vais vraiment passer certaines étapes. La troisième étape, c'est de configurer le rapport Power BI. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est on va se connecter à ces 3 tables-là en mode Direct Query. Donc, on va se connecter à la base SQL, Database. Ensuite, là, j'ai cité 2 grandes étapes pour moi. Ce sont 2 étapes importantes. C'est l'étape de l'ajout d'un text slicer parce que c'est dans ce text slicer qu'on va insérer la description
qu'on va envoyer à notre fonction, et le bouton, parce que c'est ce bouton-là qui va déclencher la fonction. Je crois... Attendez, je vais vous proposer peut-être... Est-ce que vous voyez mon Power BI? Oui, on le voit. Comme ça, je vais vous montrer ça directement parce que si j'affiche toutes les étapes, ça va prendre vraiment un temps énorme. Alors, là, ce que j'ai fait, donc là, c'est mon interface Power BI. Donc là, je me suis connectée à ma base SQL Database en mode Direct Query. Et là, j'ai mes 3 tables. Donc, Product Description, la table bridge entre les deux et la table Product Model. Avant de commencer, il faudrait vraiment activer les fonctions en preview parce que là, le Translytic Call Task Flow, aussi le Text Slicer et la connexion vers la base SQL Database. Donc, il y a pas mal de features à activer. Voilà, donc là, une interface vraiment très très simple. J'ai la liste de mes produits. Et si je sélectionne un produit, j'ai la liste des descriptions pour chaque produit. Et l'idée, c'est qu'on configure un text slicer donc, pour l'input de la fonction. Sachant qu'on peut le faire avec le text slicer, le bouton slicer ou bien la liste slicer. Ce sont les trois visuels qui sont aujourd'hui en preview qui permettent d'envoyer des inputs à une fonction. Donc là, on a pris un text slicer et ici, c'est un bouton. Alors, et la particularité de ce bouton, c'est qu'il a une action de type data function. Donc là, on voit qu'il a comme action une data function et ensuite, il va me demander de sélectionner ma fonction que j'ai précédemment créée. Et ensuite, il va me demander d'insérer les paramètres. Donc là, le premier paramètre, Product Description. Et ça, c'est la valeur de mon text slicer. Et le deuxième paramètre, c'est le modèle ID, donc du produit en question. Et là, c'est juste, je vais vous montrer quand même. Donc là, si tu fais une sorte de mapping, en fait, c'est ça, hein, au final. Exactement. Donc là, c'est vraiment l'ID sélectionné. Donc, c'est le maximum de Product Model ID sélectionné. Et là, tu vois, on peut même... il y a des paramètres qu'on peut sélectionner comme auto-clear, si on veut clearer nos valeurs après l'envoi et rafraîchir le rapport après l'envoi. Voilà. Donc là, par exemple, je sélectionne ce produit, j'insère une nouvelle description et je déclenche donc la fonction en appuyant sur mon bouton. J'espère que ça va fonctionner. Les joies du live. Mais ça va marcher. Ouais. Oui. Et normalement, si tout se passe bien, on doit voir la donnée en temps réel. On doit voir la modification en temps réel parce qu'on est connecté en mode Direct Query. Et surtout que, voilà, donc là, on voit notre message. Donc, le produit a été ajouté. Et voilà, je le vois ici. Voilà, la ligne a été ajoutée, mon rapport a été rafraîchi en automatique en temps réel. Un autre petit exemple, rapidement. Donc, si je vais dans mon interface fabrique, pareil, là, j'ai créé une autre fonction simple aussi qui permet de modifier un prix. Donc là, comme input, elle prend le prix, le nouveau prix et l'ID du produit. Donc, vous voyez, c'est juste une user data function que j'ai créée dans Fabric, qu'elle a été publiée. Et là, pareil, dans mon rapport Power BI, j'ai la liste des produits. Et là, si je sélectionne un produit, voilà. Donc, c'est la connexion Direct Query qui est lente. Donc, normalement, si je sélectionne un produit, ça m'affiche ici donc, le détail de mes produits. Et pareil, ici, j'ai configuré un bouton pour appeler ma fonction que je vous ai montré, la fonction Update Price, qui prend un ID du produit et le nouveau prix. Donc là, par exemple, je vais décider de mettre à jour mon prix ici depuis mon rapport Power BI et j'applique ma modification. Pour le produit 865, et là, normalement, ça rafraîchit.
Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, quand on parle de Transactional Analytic Flow, c'est vraiment la partie saisie de données dans Power BI. Amal l'a précisé plus ou moins implicitement, ça implique par contre d'avoir aussi une licence Microsoft Fabric. Avec une simple licence Power BI Pro, vous ne pouvez pas faire ce type d'opération que Amal fait à l'écran. Exactement. Ouais. J'ai oublié de mentionner le fait qu'il faudrait absolument une licence Fabric parce que les User Data Functions se sont créés dans l'interface Fabric. Donc là, pareil, voilà, c'est un autre cas d'usage. Et comme vous voyez, ça ouvre vraiment plein de possibilités. Le fait de pouvoir interagir directement à partir d'un rapport Power BI. Donc, moi, je vois ça dans des scénarios concrets, réels. C'est vraiment, ça facilite vraiment la vie, surtout sans devoir passer par des Power Apps, des Power Automate. Pour ça, ouais. Ouais. Surtout qu'avec les Fabric Database qui permettent aussi de faire un peu de transactionnel, etc., ça vraiment, on unifie les usages et le stockage de la donnée où elle se trouve. Et après, Anen fait de très bonnes interventions ce soir. Elle a tout à fait raison. C'est vraiment une arme à double tranchant. C'est qu'il va falloir être hyper vigilant par rapport à la gouvernance, la fiabilité de la donnée, etc. Donc, bon, voilà, c'est top. C'était très attendu, je pense. Dites-nous dans le chat, c'était très attendu. Mais voilà, il faudra bien gouverner ça. Et il me tarde de voir les futurs features qui vont mettre autour de ça pour voir comment on peut aussi peut-être un peu, je trouve, fluidifier peut-être l'accès à cette manière de décrire dans le Power BI, puisque là, on l'a vu, toi, Amal, tu maîtrises bien le sujet, mais ça ne se fait pas aussi simplement que ce qu'on voudrait le croire, quand même. Il faut quand même plusieurs compétences et parfois, le Power App, c'est plus simple à mettre en place, c'est plus laborieux, mais voilà, il y a un vrai sujet autour de ça, je pense. Ouais, mais après, oui, il y a la fonction qui est en Python aussi. Il faudrait quand même maîtriser un petit peu, ouais. Oui. Mais en tout cas, ça reste quand même très intéressant à aborder. Yes. Alors, est-ce qu'il nous reste du temps? Oui, alors, on laisse un peu de temps à Mal. On a eu tellement de pépins techniques, on te laisse un peu de temps pour présenter la suite si tu veux. Vas-y. Ouais. Ensuite, peut-être je vais passer rapidement, comme pour les User Defined Function en DAX. Benjamin vient de les présenter. Là, je vais vous montrer un autre exemple rapidement. Alors, donc là, c'est juste un simple exemple où on va pouvoir, en fait, ce sont des fonctions qui permettent de définir, paramétrer et surtout réutiliser une logique DAX comme des vraies fonctions de programmation. Et surtout que, je ne sais pas si Benjamin l'a abordé ou pas, c'est que les fonctions, aujourd'hui, dans Power BI, on peut les créer uniquement dans Power Query, donc en langage M. Mais avec cette nouveauté, ça ouvre vraiment plein de possibilités. Et ça va vraiment nous permettre de créer notre propre bibliothèque de fonctions réutilisables. Et vraiment, l'avantage de ces fonctions, c'est vraiment la réutilisabilité. C'est qu'on va pouvoir écrire un code une seule fois et l'utiliser partout. Et surtout, il y a... donc là, c'est vraiment un cas d'usage simple où... par exemple, d'une manière dynamique, j'appelle juste ma fonction qui va calculer un montant d'accès et un montant avec un discount. Pareil aussi, comme Benjamin l'a présenté, pour tout ce qui est code SVG ou code HTML avec un long code DAX, donc on peut tout encapsuler dans des fonctions. Par exemple, là, tu vois, c'est une fonction qui permet de construire un code HTML. Donc, j'ai tout vraiment déporté dans une fonction. Et ensuite, je vais pouvoir appeler cette fonction et j'ai un résultat. Donc, juste là, je passe mes paramètres, je passe un produit, sa valeur actuelle et le target, et il m'affiche un code HTML. Donc, ça, c'est génial. Mais aussi, je me suis dit que les paramètres aussi, ça permet d'ouvrir d'autres possibilités. Par exemple, les fonctions Windows, qui sont aujourd'hui des fonctions un peu complexes quand même et qui nécessitent une bonne maîtrise du DAX. Par exemple, pour les lois de Pareto, les fonctions cumulées, quand on est aujourd'hui qu'on peut les créer dans des fonctions Windows. Donc, par exemple, là, j'ai créé une fonction Pareto. Donc là,
je passe mon paramètre et elle va me calculer le pourcentage cumulé de mes sales pour chaque catégorie. Et là, je peux voir rapidement mes top produits qui ont contribué à 80% de mes sales. Et là, par exemple, donc si je vais dans la vue Dax Query View, parce qu'on définit ces fonctions dans la vue Dax Query View ou bien dans la vue KMDL, et ensuite on les appelle directement dans l'interface de visualisation. Donc là, comme tu vois, j'ai utilisé la fonction de windowing, voilà, qui nécessite du partition by, du all selected, du order by et tout. Et ça, c'est vraiment transparent, par exemple, pour un utilisateur. Si je vais partager ce sémantique modèle à des utilisateurs qui vont créer directement leur propre visuel à partir des mesures que j'ai créées pour eux. Donc, ça facilite vraiment l'accès à des fonctions complexes et ça facilite l'utilisation du DAX. Et ça aussi, donc pour moi, les UDF sont une nouveauté vraiment particulièrement intéressante dans l'année 2025. Je suis vraiment très, très fan. Et on attendait vraiment ça depuis longtemps. Oui, et puis moi, je trouve vraiment cette capacité-là à partager des fonctions. Et en plus, voilà, Benjamin et toi, vous l'avez très bien montré, c'est qu'on peut créer des fonctions qui sont universelles et les partager avec la communauté. Vraiment, cet esprit-là de partage et surtout de normalisation, éviter que chacun, à chaque fois, fasse sa propre règle SVG ou son propre calcul. On a maintenant un moyen de figer la manière dont on fait des calculs, dont on fait des valeurs, dont on affiche de la donnée. Et ça, vraiment, c'est vraiment le game changer. Je pense qu'avec avec la possibilité d'écrire dans Power BI et les UDF, on est vraiment sur les deux grosses nouveautés de 2025, je pense, facilement. Oui, tout à fait. Et après, je sais que c'est très, très short. Aussi, il y a une nouveauté qui est, je pense, qui est passée inaperçue. Alors, c'est le nouveau Direct Lake. Rapidement. Hop, il faudrait que je trouve mon... Voilà. Vous voyez bien mon slide? Oui. Ouais. En fait, rapidement, le Direct Lake dans Microsoft, il est sorti avec Fabric. Mais le Direct Lake, donc je ne sais pas si je fais un petit rappel ou pas, c'est un mode de connexion qui permet directement de lire des tables Delta dans OneLake sans passer par un mode import ou un mode Direct Query. Et jusqu'à maintenant, il n'existait qu'une seule déclinaison du Direct Lake, c'est le Direct Lake en SQL. Donc, c'est le Direct Lake classique qui est basé sur une connexion SQL Endpoint. C'était l'unique façon de créer des modèles Direct Lake. Donc, on se connecte via le SQL Analytic Endpoint d'un Lakehouse ou d'un Warehouse. Et depuis avril 2025, je crois, ou mai, une chose comme ça, ils ont sorti vraiment le nouveau Direct Lake en OneLake. C'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que ça permet de créer des sémantiques modèles intégrant des tables provenant de plusieurs fabric items. Par exemple, je peux ajouter une table customer dans Lakehouse A, une table product dans Lakehouse B, une table sales dans Warehouse C, sans passer par des shortcuts ou par des lakehouse intermédiaires. Parce que le Direct Lake classique, il se connecte uniquement à un seul warehouse, par exemple, ou un seul lakehouse. Et du coup, si je veux intégrer plusieurs tables, donc il faudrait passer par des shortcuts. Il faudrait créer des lakehouse intermédiaires. Mais aujourd'hui, avec ce type de Direct Lake, il n'y a pas besoin de faire ça. On peut directement créer des modèles composites aussi, parce que la particularité de ce mode, c'est qu'on peut ajouter des tables en import, des tables en Direct Query, avec des tables en Direct Lake, le tout dans un même modèle composite. Et je ne sais pas si je vais aborder rapidement les différences, mais pour moi, en fait, les différences, ou si je veux comparer entre les deux, donc il y a le Direct Lake en OneLake qui se connecte directement à des tables
OneLake a des fichiers Delta Parquet, mais l'autre, il passe par le pont de terminaison SQL. Pour tout ce qui est fallback vers Direct Query, alors le nouveau, il ne fait pas de fallback, mais le Direct Lake en SQL, il peut passer en Direct Query si, par exemple, la limite fabrique est dépassée ou s'il y a une sécurité SQL RLS ou une vue non matérialisée. Donc, il passe il fait du fallback vers le Direct Query. Pour tout ce qui est sécurité, le nouveau, il est basé sur des autorisations OneLake, mais le Direct Lake en SQL, il est basé sur la sécurité SQL, donc sur la sécurité SQL RLS ou ALS appliquée par le moteur SQL. Bon, je ne vais pas tout aborder, mais en tout cas, vous voyez vraiment ici dans ce tableau une comparaison entre les deux modes. Et enfin, voilà, donc les modèles Direct Lake sur OneLake qui sont créés et gérés directement dans Desktop. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on peut tout faire depuis l'interface Desktop et ça ouvre plein de cas d'usage. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de vous en parler. Ouais, mais c'est bien. Puis en plus, comme tu dis, c'est un peu passé inaperçu. Et ça reste aussi un peu des sujets techniques qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et c'est important pour ceux qui font du fabrique de bien comprendre la différence entre les deux. Et cette amélioration, d'ailleurs, voilà, je tease un peu, mais il va y avoir un podcast dédié sur ces sujets-là, donc on pourra le réévoquer. Super. Et surtout qu'il faudrait un live vraiment dédié sur Ah ce oui, sujet. oui. Complètement, parce que le Direct Lake en lui-même est très particulier déjà à comprendre. C'est vraiment une différence entre le Direct Query et le mode import. C'est vraiment très particulier. Donc, au moins, ça permet de commencer à démystifier ces sujets. Ça peut faire une très bonne idée, Amal, de live chez toi ou chez moi ou chez Benjamin sur ce thème-là. Ouais, On a dépassé de 10 minutes. Je vous propose qu'on en termine ici. Amal et Benjamin. Benjamin, j'ai vu que tu es arrivé entre-temps, donc je n'ai pas voulu te reprendre de voler. Mais tu as pu... Yes, mon micro voulait plus, enfin mon casque voulait plus coopérer, mais je suis arrivé pile au bon moment quand Amal t'a poussé ta fonction là, c'était magique. Super. Bon, écoutez, désolé pour les petits couacs techniques. Hein, on relance, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas relancé tout ça, tous les lives, donc on se remet tout doucement en route. Amal, Benjamin, merci beaucoup pour votre temps, pour la préparation des démos. Je sais que ça nous demande du temps quand même, tout ça, de faire ces lives et de les rendre gratuits, accessibles. Donc bon, voilà, merci à toutes et tous aussi pour votre présence. On était assez nombreux ce soir, donc content que vous ayez pu tous vous rendre disponibles. Il y aura un replay dispo sur LinkedIn tout de suite après le live et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Amal, Benjamin, merci beaucoup. Merci énormément. Merci à toi. Et je vous dis à très vite. À très vite. Merci. Allez, ciao. Au revoir.